Eh bien, merci pour cette introduction. Et du coup, en effet, aujourd'hui, on voulait vous présenter le programme Énergie Psy, qui est donc un programme d'éducation thérapeutique qu'on a construit cette année au CRMR de Paris-Sainte-Anne, qui est dédié à la compréhension et à la gestion de la fatigue chronique en psychiatrie auprès de patients donc, avec maladies rares. Donc pour commencer, on peut définir ce qu'est la fatigue, même si je pense que chacun et chacune ont déjà pu l'expérimenter. Donc la fatigue, ce serait un état physiologique caractérisé par un sentiment subjectif de manque d'énergie physique et ou mentale pour réaliser les activités de la vie quotidienne et qui entraînerait donc des répercussions sur des performances physiques ou mentales d'un individu. Donc on va distinguer différents niveaux de fatigue. Il va y avoir la fatigue classique, qui est la fatigue qu'on ressent un peu tous au quotidien, qui va survenir suite à un effort, que ce soit un effort physique ou un effort mental, en tout cas donc suite à une cause identifiée et qui va disparaître après un temps de repos, qui va nous permettre de retrouver notre niveau d'énergie de base. Cette fatigue, on va la distinguer de la fatigue chronique, qu'on appelle aussi l'asthénie, qu'on retrouve dans deux cas de figure, soit secondaire à une pathologie, par exemple dans le contexte de la dépression, on va avoir une fatigue plus durable, plus intense qu'on retrouve sur le quotidien, et également c'est le genre de fatigue qu'on peut retrouver en cas de surmenage chez certaines personnes, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment écouté ces signaux de fatigue et que justement la personne va s'exposer à un épuisement avec une fatigue qui va durer un petit peu plus sur le quotidien et qui peut entraîner plus de retentissement. Et de ça, on va encore distinguer le syndrome de fatigue chronique, qui est plus celui auquel on va s'intéresser donc, aujourd'hui, qu'on appelle aussi l'encéphalomyélite myalgique, qui est un syndrome reconnu, qui appartient aux classifications de l'OMS de la CIM 11, et qui pour le coup va être caractérisé donc, par une fatigue intense et durable qui dure depuis plus de 6 mois, qui a un retentissement fonctionnel, en tout cas dans les différents secteurs de vie de la personne. À ça va s'associer un sommeil non récupérateur et aussi donc, des malaises post-effort qui vont être en fait une exacerbation des symptômes de fatigue de la personne suite en fait à un dépassement de ses réserves d'énergie après un surmenage, que ce soit physique, mental ou même émotionnel. Et donc c'est un handicap invisible qui va vraiment avoir un retentissement très important dans les différents secteurs de vie de la personne, puisque le malaise post-effort va vraiment l'empêcher de fonctionner complètement pendant plusieurs heures, plusieurs jours, voire parfois plusieurs semaines, et donc dont ils vont mettre plus de temps à récupérer pour récupérer un niveau d'énergie leur permettant de fonctionner au quotidien. Donc pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à la prise en charge du syndrome de fatigue chronique ? C'est que un des axes de prise en charge qu'on a au CRMR de Paris, c'est les pathologies inflammatoires. Et que chez ces patients, on sait que la plainte liée à la fatigue, elle va être très fréquente. Donc on estime qu'elle serait présente chez environ 2/3 des patients. Et que ce serait un des symptômes classés parmi les plus invalidants, puisque la fatigue, elle va vraiment avoir un retentissement sur tous les secteurs de vie de la personne, avec une diminution de la qualité et de la quantité des interactions sociales, une diminution de l'activité physique en lien aussi avec une perception de l'effort qui va être plus exacerbée, des retentissements sur la santé mentale de la personne avec plus de troubles anxieux, plus de symptômes dépressifs, des difficultés à réaliser les activités de la vie quotidienne, ce qui va entraîner vraiment une baisse d'autonomie, parce que c'est des personnes qui vont plus réussir à faire leurs courses, à faire le ménage, parfois même à prendre une douche, ça va être difficile. Et également, on a une diminution des performances cognitives, ce qui va entraîner une plainte subjective sur le quotidien, mais aussi des répercussions sur le travail pour ceux qui maintiennent une activité professionnelle, par exemple. Le problème étant que cette fatigue, on ne sait pas forcément identifier ses causes. On imagine qu'il y a une partie qui serait expliquée par l'inflammation de la personne, l'inflammation chronique, mais souvent il y a également des troubles du sommeil qui vont être associés, des troubles de l'humeur, des douleurs chroniques, et donc qui peuvent participer un petit peu à cette fatigue qui est ressentie. Et on se dit qu'après, ces mécanismes ils vont être maintenus et renforcés potentiellement par la diminution du niveau d'activité de la personne, par les croyances négatives que la personne va avoir par rapport à ses propres capacités, la perception d'un faible soutien social, etc. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément de prise en charge unique qui a été identifiée comme étant efficace d'emblée pour accompagner cette pathologie-là. Souvent, le premier axe, ça va être de traiter tout ce qui est justement les facteurs pouvant expliquer ou majorer la fatigue ressentie au quotidien. Donc par exemple, traiter les troubles de l'humeur, traiter les troubles du sommeil, les douleurs chroniques, etc. Suite à ça, on va plutôt faire un traitement ciblé sur les symptômes résiduels de la personne, des troubles gastro-intestinaux par exemple,
mais on ne va pas avoir en tout cas de consensus sur une molécule qui serait efficace pour prendre en charge le syndrome de fatigue chronique. Donc ce qu'on retrouve un peu dans les recommandations, ce serait que pour cette pathologie-là, il faudrait aider les personnes à développer des capacités d'auto-soin, c'est-à-dire à réussir à mieux auto-évaluer leurs réserves d'énergie, de sorte à après ajuster leur fonctionnement au quotidien par rapport au niveau d'énergie qui est perçu. Donc vraiment à réadapter un petit peu ses routines et ses activités. Et c'est là qu'on s'est dit que ça pouvait être pertinent de proposer un groupe d'éducation thérapeutique. Donc, parce que pour rappel, l'éducation thérapeutique, c'est un type de prise en charge qui consiste à accompagner un patient et ses proches dans l'acquisition de compétences qui vont lui permettre de mieux gérer une pathologie au quotidien en développant justement les capacités d'auto-soin et les capacités d'adaptation. Donc l'idée de l'éducation thérapeutique, c'est que ça ne va pas reposer juste sur le fait de transmettre les bonnes recommandations en termes d'hygiène de vie, par exemple, à tenir, mais ça va être vraiment d'avoir cette posture horizontale où les patients et les soignants vont échanger des connaissances en se basant sur les connaissances théoriques des soignants et sur le vécu expérientiel des personnes concernées, et où du coup les patients vont vraiment être acteurs et avoir une place très centrale dans leur prise en charge et la construction du programme d'éducation thérapeutique. Donc c'est un programme qu'on a construit en 3 étapes qu'on va vous présenter là. La première, c'était d'étudier un petit peu la demande auprès des personnes qu'on pouvait recevoir dans le service, un petit peu quelles étaient leurs plaintes, quelles étaient leurs attentes envers les prises en charge qu'on pouvait peut-être leur proposer. Ce qu'on a ensuite un petit peu étayé d'une revue de littérature aussi pour identifier les principaux domaines qui semblaient impacter en tout cas dans le quotidien de ces personnes-là. Et également, on s'est mis en lien avec une association qui est en partie composée de personnes concernées, qui est la SFC, donc l'Association française du syndrome de fatigue chronique, et qui, pareil, nous a aidé un petit peu à identifier quels étaient les points primordiaux qui allaient être importants à aborder, en tout cas pendant cette ETP. Donc on a à peu près listé ici, mais qu'on reprend par la suite quand on vous présente le programme. Une fois qu'on avait un petit peu ces thématiques, on s'est mis en lien avec d'autres services, notamment le CHU de Nantes, qui avait construit un programme d'éducation thérapeutique pour des pathologies inflammatoires dermatologiques et dans lesquelles ils avaient inclus en tout cas un module sur la gestion de la fatigue chronique dans les pathologies inflammatoires en lien avec la SFC. Donc ça nous permettait un petit peu d'avoir leur retour d'expérience sur comment s'était déroulé le programme, comment un peu l'aménager pour cette population-là aussi qui est un peu particulière, et justement d'échanger peut-être certains supports avec eux par rapport à ce qu'ils avaient construit. Et on a été aussi étayé par l'unité transversale de TP du GHU de Paris. Et une fois qu'on avait un petit peu cette trame générale qu'on pouvait proposer au sein du service, on l'a présentée à des personnes concernées qui consultaient au CRMR de Paris pour avoir un petit peu leur retour justement sur le contenu qui était envisagé, la façon dont les thématiques étaient abordées, et surtout l'enjeu c'était de venir travailler un peu la durée et les formats des séances, puisque de proposer un programme régulier à des personnes avec un syndrome de fatigue chronique, ça pouvait être difficile au vu de la symptomatologie. Et donc, c'était de voir comment est-ce qu'on peut aménager un petit peu le programme de sorte à ce que les personnes puissent y participer sans s'exposer justement à un malaise post-effort après chaque séance. Ce qui nous a donné donc le programme Énergie Psy qui donc, se déroule auprès des personnes concernées et des proches. On a 6 modules répartis en 8 séances d'1 heure qui se déroulent une fois par semaine en présentiel, dans lesquelles on retrouve des tâches comme tâche à domicile en fait, de compléter un agenda de l'énergie qu'on vous présente aussi juste après. Et pour les proches, on a inclus seulement 2 séances de 2 heures qu'on met plutôt en début et fin de programme. Donc ici, vous avez un peu la trame qu'on propose aux personnes concernées. On commence par un premier module qui porte sur la fatigue, où on définit justement quelle est leur représentation à eux de la fatigue, aussi leur représentation du malaise post-effort. Est-ce qu'ils ont identifié certains signes d'alerte, certains déclencheurs dans leur quotidien. Et on a introduit l'agenda de l'énergie, qui se présente à peu près comme ça, où l'idée c'est que la personne vienne annoter dans son quotidien, de préférence de façon quotidienne, même si on sait que ça peut être compliqué d'être assidu sur des tâches à domicile comme ça, toutes les activités qu'elle va réaliser, même minimes, c'est-à-dire que même préparer à manger, par exemple, prendre une douche, ça va compter comme une activité, et de noter un peu les variations de son niveau d'énergie au cours de la journée, de sorte à ce que ça puisse aider la personne à identifier un pattern, par exemple, sur une journée, comment va évoluer son rythme, son niveau d'énergie, comment il va évoluer aussi au cours de la semaine, et surtout, quelle est l'influence
des activités de la personne dans son quotidien sur son niveau d'énergie. Est-ce qu'il y a des activités qui vont être plus coûteuses ou au contraire des activités qui vont être plutôt ressources et qui vont lui permettre de se régénérer un petit peu. Ce qui nous permet ensuite d'introduire avec les personnes la notion du pacing qui a été beaucoup amenée par la SFC, qui en fait est un ensemble de stratégies qui permettent aux personnes avec un syndrome de fatigue chronique de gérer leurs ressources, gérer leurs activités tout en y incluant des temps de repos, de sorte à ne jamais, éviter en tout cas de dépasser leurs réserves d'énergie pour limiter l'exposition à des malaises post-effort. Donc ça va beaucoup reposer notamment sur des stratégies d'auto-évaluation de ces ressentis, de ces déclencheurs, des signes d'alerte un petit peu justement de la fatigue. Et également toute la question de réorganiser ses activités plutôt que simplement de les supprimer de son emploi du temps. Donc par exemple, comment est-ce qu'on peut peut-être les fractionner ou les aménager pour conserver certains loisirs, certaines tâches administratives qu'on ne peut pas différer, comment adapter ses routines, etc. Ensuite, on a une séance où on donne un petit peu aussi les différents types de repos que les personnes peuvent introduire dans leur quotidien, parce que parfois se reposer, ce n'est pas forcément dormir et on ne peut pas forcément le faire partout. Et aussi, on parle rapidement de l'alimentation et de l'importance de l'activité physique avec la question du déconditionnement, donc du fait que la diminution de l'activité physique rend après l'effort plus difficile, en tout cas en termes de perception pour ces personnes-là. On évoque ensuite les fonctions cognitives avec la plainte cognitive qu'on retrouve dans la fatigue chronique, les difficultés que ce soit sur le plan subjectif ou objectif, et également quelles stratégies un peu les personnes peuvent mettre en place pour limiter l'impact de la fatigue sur leur fonctionnement cognitif. On évoque par la suite la pharmacologie avec un petit peu le parcours médical qu'on vous présentait en début de présentation. La question du traitement des comorbidités. On aborde aussi la question de l'absence de traitement pour la fatigue en tant que telle, parce que c'est une question qui peut revenir dans cette population-là. Et l'importance justement du développement de capacités d'auto-soin pour le syndrome de fatigue chronique. Et on a une dernière séance qui porte sur le travail, qui peut être proposée soit plutôt à des personnes insérées ou à des personnes en arrêt d'activité selon les profils qu'on va inclure dans le groupe. Donc pour les personnes insérées, on aborde un petit peu justement les difficultés qui vont être rencontrées dans le milieu professionnel, sur quelles stratégies pourraient s'appuyer, à partir de quels interlocuteurs, et comment favoriser le maintien en emploi, en les informant par exemple des droits auxquels ils peuvent faire appel, des demandes d'aménagement qui sont possibles, et aussi on aborde la question de comment en parler autour de soi si on souhaite évoquer son handicap au travail. Et pour les personnes en arrêt d'activité, c'est à peu près la même trame, simplement on axe plus sur souvent l'anxiété, l'appréhension anxieuse qu'il peut y avoir à l'idée de peut-être un jour reprendre une activité professionnelle, aussi en lien souvent avec un manque de connaissance des droits, des ressources sur lesquelles ils peuvent s'appuyer en faisant des démarches administratives. Et donc tout au long de ce programme, on réutilise toujours l'agenda de l'énergie, on le reprend un petit peu au début de chaque séance pour voir un petit peu que les personnes échangent sur les facteurs déclenchants ou les ressources justement qu'ils ont pu identifier dans leur quotidien. Après, donc, on a les deux séances qu'on propose pour les proches. Donc, la première séance, c'est vraiment une séance de psychoéducation sur ce qu'est le syndrome de fatigue chronique, parce que souvent, il est mal connu et surtout mal compris par l'entourage, puisque justement, il y a un peu on va dire une normalisation de l'état de la personne concernée, puisqu'ils se disent, oui, tout le monde est fatigué, peut y avoir des comportements parfois un peu culpabilisants, en tout cas pour les personnes concernées, ou en tout cas des difficultés de communication entre les personnes concernées et les proches. Donc justement, on va définir le syndrome de fatigue chronique, que c'est vraiment une maladie reconnue qui existe. On va évoquer avec eux les répercussions sur le quotidien, puisqu'on souhaitait aussi leur laisser un espace de parole. C'est souvent des aidants qui vont être eux-mêmes très épuisés par l'étayage qu'ils donnent à la personne concernée. Et on va leur présenter les grandes prises en charge qui existent, en évoquant notamment la question de l'importance des capacités d'aménagement de son propre emploi du temps, de l'absence de traitement pharmaceutique efficace, etc. Et ensuite, on a une séance qui porte sur les aides, où on va réévoquer justement l'importance de la santé des aidants, sur quelles ressources ils peuvent s'appuyer, que ce soit pour eux ou pour leurs proches, que ça puisse aussi les aider parfois à déléguer certaines missions qui peuvent être gérées administrativement par d'autres personnes, par exemple. Donc c'est un programme qu'on a lancé pour la première fois avec Florie Lecoeur, qui est la deuxième neuropsychologue du CRMR de Paris, début novembre 2025, sur lequel on a inclus 5 personnes concernées avec chacune un proche qui participe aux séances pour les proches.
L'idée, c'était quand même d'avoir un petit effectif, puisque les séances durent seulement 1 heure, et à la demande des personnes concernées, ils ne voulaient pas qu'il y ait trop de personnes pour que ce ne soit pas justement trop coûteux de participer à ce groupe-là. On a dedans une approche plutôt transdiagnostique, donc ce que ces personnes ont en commun d'avoir un syndrome de fatigue chronique avec souvent une maladie inflammatoire ou auto-immune associée, et après diverses comorbidités psychiatriques en fonction des profils, différents niveaux de sévérité aussi sur le plan de la fatigue chronique. Et donc les premiers retours qu'on peut faire un peu de ce groupe, c'est que, étant un trouble mal connu et souvent mal compris, ces personnes, elles semblent assez bénéficier justement du côté groupal pour pouvoir échanger avec d'autres personnes concernées qui ont partagé le même vécu, que ce soit du côté personnes concernées ou du côté des proches. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges assez riches qui émergent et qu'ils s'échangent aussi beaucoup de stratégies sur le quotidien. Après, il y a le côté très hétérogène de cette population-là qui fait que le format de groupe n'est pas toujours évident. Il y en a qui vont trouver que le format d'1 heure est beaucoup trop court et un peu frustrant, alors que d'autres vont trouver que les séances d'1 heure justement sont trop longues et qu'à la fin, ils sont justement très épuisés et ils se mettent un peu dans le rouge pour les jours d'après. Et également, il y a aussi la variabilité intrapersonnelle, dans le sens où il y a une personne qui, une semaine, va aller bien, les semaines d'après, ça va aller moins bien, et ça fait partie de la pathologie. Et dans ce cas-là, suivre un programme hebdomadaire, c'est un peu plus compliqué. Donc l'idée un peu de cette première session, et on en avait informé les personnes qui participent dessus, c'est que c'est un peu une session crash test, dans le sens où c'est la première fois qu'on lance le programme. L'idée, c'est vraiment de récolter leurs retours après chaque séance, que ce soit les personnes concernées ou les proches, pour voir justement est-ce qu'il y a des modifications qu'on pourrait apporter pour les sessions d'après, de sorte à ce que le contenu ou le format soit plus adapté un peu aux problématiques de cette population-là. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute.